Vous la voyez, l'échec n'est qu'une opportunité de recommencer de manière intelligente. Euh, Cette citation, c'est celle que vous avez fait émerger dans le questionnaire pour ceux qui ont répondu. Et en fait, elle paraît très importante par rapport à l'éclairage de l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une idée de dépassement, de ne pas s'arrêter à un résultat à un moment donné. Et là, il est utilisé le terme d'échec, mais on pourrait le remplacer par l'expérience. Voilà, en fait, on est vraiment appelé à des recommencements, et c'est ça qui permet la progression vers ce qui fait sens pour nous. Euh, Ce webinaire, donc, voilà, on l'a imaginé sur l'état d'esprit. En agriculture, j'ai pas une publication à ce sujet. C'est pas du tout le cas dans d'autres secteurs d'activité où, au contraire, c'est très en vogue auprès des dirigeants d'entreprise. On appelle ça en bon anglo-américain du mindset. Voilà. Et pour autant, compte tenu de ce que vit l'agriculture aujourd'hui, ce que vivent les agriculteurs, cette notion d'état d'esprit me paraissait essentielle. Et je suis très heureux d'avoir la présence de Sébastien Neveu parce que euh, ça permet d'aborder cet état d'esprit sous un angle concret et du coup plus accessible. Alors, voilà, n'hésitez pas à transmettre vos questions par chat ou vos réactions directement tout à l'heure au micro. En attendant, coupez vos micros. Et je vous signale que la conférence est enregistrée, donc vous pourrez accéder à l'enregistrement si vous le souhaitez, la transmettre à quelqu'un. Et si vous voulez rester anonyme, ben, vous coupez votre caméra et vous indiquez simplement votre prénom. Le cadre, eh bien, c'est important de poser le cadre pour vous inciter à une écoute attentive et de l'ouverture par rapport aux idées qui vont être avancées. Euh, D'avoir de la bienveillance et du non-jugement, surtout vis-à-vis de vous-même. Voilà. De l'authenticité dans les partages, en tout cas, on s'y engage avec Sébastien. Voilà, parler clair, hein. Et puis surtout, et c'est le sujet du webinaire, avoir un état d'esprit positif orienté de solution, c'est-à-dire que ce qu'on apporte et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pour faire progresser, vous faire progresser dans vos activités, dans vos réflexions. Voilà. Pour vos interventions, on vous suggère qu'elles soient claires. C'est soit une remarque, soit une question, qu'elles soient courtes, en lien avec le sujet abordé, et on vous propose le tutoiement. Sébastien, je te suggère de te présenter. Tu le feras mieux que personne. Donc, bienvenue à toi et dis-nous, voilà, qui es-tu aujourd'hui pour aborder ce sujet? Bonjour à tous, Sébastien Neveu, donc j'ai 47 ans, 48 ans même. Je suis père de trois enfants, je suis séparé, j'habite dans Lyon. Je gère deux ERL, donc une principalement dont on va parler avec un associé qui s'appelle Christophe. On est installé sur une surface de 330 hectares, on fait des grandes cultures et le schéma qu'on a depuis quelques années, c'est de diversifier nos cultures au maximum et c'est de développer l'agriculture de conservation des sols et de travailler de plus en plus avec des collègues. Donc on va revenir sur ce point de groupe, de collectif. Voilà. J'ai une formation d'ingénieur agricole. J'ai été conseiller d'entreprise pendant 10 ans en Bretagne principalement. Je travaillais en coopérative et j'ai travaillé pour le négoce aussi avant de devenir agriculteur. Euh, voilà, donc les responsabilités à côté.
Je suis conseiller municipal de la commune, puisque ça me semble important d'être présent et de participer à la vie locale. J'ai des responsabilités syndicales, je suis responsable cantonal, mais c'est pas très important. Je suis membre du bureau départemental aussi. Et je suis président de la CUMA qu'on a créé il y a quelques années, il y a 4 ans, à l'occasion de l'achat d'un semoir et du développement de notre travail en groupe. Voilà. Voilà, vite présenté. Et puis, je suis présent sur les réseaux sociaux et je participe à des conférences de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Benjamin, considérant que j'ai profité de beaucoup d'expériences qui ont été présentées dans des conférences ou dans des tables rondes ou dans des réunions. Et si on peut, si à mon tour, je peux présenter des informations qui sont utiles pour d'autres, je trouve que c'est un juste retour. J'ai profité de beaucoup d'expériences, donc du coup, si je peux moi aussi faire profiter les autres de quelques éléments simplement, c'est transmettre le relais, c'est transmettre une continuité, et puis c'est aider beaucoup de monde à avancer. Voilà. On gagne du temps parfois en partageant des expériences. Merci beaucoup, Voilà. Sébastien. Euh, du coup, moi, je vais me présenter et j'ai envie de me présenter dans cette lignée-là. Moi, j'ai l'initiative de ce webinaire avec l'idée de partager. Et c'est aussi pour moi une façon de progresser sur le sujet. Euh, voilà, donc ce partage-là, c'est aussi de l'expérimentation. On est sur des sujets qui sont à explorer. Et donc, il n'y a pas de vérité fixe, déterminée. Par contre, c'est important pour moi de vous dire d'où je vous parle. Je vous parle d'une longue expérience de conseil d'entreprise euh, avec du coup l'expérience de toutes les phases de vie de l'entreprise et de toutes les situations aussi euh, mentales, psychiques et psychologiques qu'ont traversé les agriculteurs. Et aujourd'hui, je me suis formé sur les aspects humains à travers une formation de coaching. Et aujourd'hui, j'accompagne des situations à fort enjeu humain. Donc, les difficultés relationnelles entre associés, salariés, les situations d'épuisement professionnel. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. La solitude du dirigeant, alors c'est pas la solitude physique, mais c'est la solitude des responsabilités, des enjeux, la pression, le stress. Et donc, accompagner les dirigeants dans ces phases-là, à des moments où ils se sentent voilà, euh, en besoin d'avoir du recul et un interlocuteur pour les aider à penser, mieux penser par eux-mêmes, et sur des choix stratégiques importants qui engagent fortement l'avenir des entreprises et des hommes. Voilà. Euh, alors, je suis à mon compte, mais pour moi, c'est très important d'être en réseau. On verra d'ailleurs que ça fait partie des choses qui permettent de cultiver aussi l'état d'esprit et l'ouverture. Et donc, voilà, je suis membre associé du réseau de coach agricole AgriCoaching, c'est le premier réseau français. Et c'est important pour moi voilà, de parler aussi à partir de ce réseau. Notre intention, c'est vous inviter à prendre du recul, vous donner des ressources et de l'énergie, et puis partager nos visions, nos expériences, nos partis pris, parce que voilà, on a sur ce sujet sans doute des partis pris, et puis aussi vous donner l'accès à certains concepts euh, qui se trouvent dans un certain nombre de livres, mais que vous ne prendrez jamais le temps de lire. Du coup, le programme, l'état d'esprit, pourquoi c'est important? Le monde est subjectif, et ça veut dire quoi? L'esprit de fixité et le développement, ça c'est un apport de la psychologie qui est important que vous ayez en tête et qui peut être une ressource. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter. Voilà. Après, il y a un bloc important, c'est le témoignage de Sébastien sur plusieurs dimensions de cet état d'esprit. Alors, pourquoi c'est important l'état d'esprit? Eh bien, je tire une citation d'Olivier Hamon, qui est directeur de recherche à l'INRAE, et qui, par rapport à notre situation actuelle, décrit la chose suivante. On sort du monde de la moyenne, de la stabilité, pour entrer dans un monde de variabilité et d'écart type. C'est vrai.
sur le plan climatique, c'est vrai sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan sociétal, on va vers de la variabilité. Et évidemment, l'état d'esprit pour faire face à cette variabilité est particulièrement important. Pourquoi c'est important sinon? Eh bien, voilà, on dit que c'est 80% de la réussite. Pourquoi? Parce que déjà, en face de, voilà, d'aléas, de catastrophes naturelles parfois aussi, d'incertitudes, eh bien, la façon dont on va le vivre va impacter fortement sur le plan émotionnel, sur notre capacité à le vivre et à réagir. Rester ouvert, ça c'est un enjeu important parce que il y a des solutions, il y a des opportunités. Et donc, l'état d'esprit, c'est aussi garder de l'ouverture malgré le stress euh, et du coup des réflexes de protection. S'adapter de façon flexible, c'est-à-dire changer, introduire des changements par rapport à ce qu'on faisait. Et puis, garder suffisamment de confiance pour projeter une action dans le temps. Alors, là, c'est quelque chose auquel vraiment, je suis vraiment sensible, c'est que notre monde à tous est subjectif. Et là, je vous fais le petit exercice. En vous posant la question, la case A et la case B sont-elles de la même couleur? Voilà. Vous voyez, la case A, la case B sont-elles de la même couleur? Elles sont de la même couleur. Oui. Et contrairement à la perception qu'on en a. Quand on voit le damier, on est persuadé que la couleur B est plus claire, et en fait, elle ne l'est pas. Pourquoi? Et c'est ça ce qui est très important à comprendre, c'est que notre monde est subjectif. C'est-à-dire que il passe par une interprétation de notre cerveau à partir de nos sens et à partir de notre construction. Et donc, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que notre cerveau l'interprète. Donc là, vous voyez sur la gauche, on a des phénomènes de résonance lumineuse, les photons qui viennent taper la rétine avec des transferts électriques par les neurones. Ça arrive à une boîte, mais la boîte, elle n'utilise pas que les sens, elle utilise aussi notre subjectivité. La subjectivité, c'est ce qui est lié à notre personne. L'objectivité, c'est ce qui est lié aux objets. Et donc, notre subjectivité personnelle, notre histoire, notre mémoire, notre imagination, notre abstraction. Et il y a également des éléments d'intersubjectivité, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a hérité dans notre éducation, la culture, des croyances, des conventions sociales. Et donc c'est à partir de là qu'on interprète le réel. Dans notre cas, là, le damier, eh ben, qu'est-ce que notre cerveau, qu'est-ce que la boîte noire interprète? Elle a déjà vu des damiers? Elle connaît l'importance de l'ombre, du coup, elle traduit que, puisque c'est un damier, eh bien, en fait, la couleur, la cause B est plus claire, et donc on dit non, alors que c'est la même couleur. Et ça, pourquoi c'est important? C'est que, en fait, notre monde est subjectif, et il y a un certain nombre de croyances qu'on a l'impression de tirer de l'expérience et objective, voilà. Je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est ce que j'ai intégré dans mon logiciel. Et je ne peux pas changer, je ne suis pas capable de. Eh bien, c'est important de vraiment comprendre que ça, c'est subjectif, ce sont des croyances. Et que, eh bien, pour prendre un exemple, si je suis persuadé que je ne mérite pas de réussir, eh bien, si on ne bouge pas ça, on ne réussira jamais. Donc, euh, cette subjectivité dans l'état d'esprit, elle est importante à intégrer avec l'idée que ces croyances limitantes, on les identifie, on, on cherche à en changer, on les transforme en croyances positives et en s'en convainquant régulièrement. Alors là, dans le sondage qu'on a fait que j'ai fait avant le webinaire, il y a une croyance qui apparaît assez souvent, c'est celle de je n'ai pas le temps. Alors dans l'absolu, c'est vrai on n'a pas suffisamment de temps pour faire tout ce qu'on souhaiterait. Maintenant, l'idée, c'est aussi peut-être de repérer que lorsqu'on dit je n'ai pas le temps, a-t-on pris vraiment
le temps de vérifier que ce à quoi on renonce, est-ce que vraiment est-ce qu'il y a vraiment, il manque du temps ou est-ce qu'il n'y a pas, si c'est une priorité vraiment importante, le moyen d'accéder au temps nécessaire. Le deuxième grand point que j'aimerais apporter, ça nous vient d'une psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck, et en fait qui a étudié des milliers de cas et qui, vis-à-vis d'état d'esprit, dégage deux grands types. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement révélateur. Euh, et ces grands types, je vais vous le décrire. Il y a à gauche un esprit de fixité et en face un esprit de croissance ou développement. L'esprit de fixité, c'est celui qui considère que je suis doué ou je ne suis pas doué. Je suis bon en sport ou pas bon en sport. Euh, Ça, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les autres. Voilà, mon fils, il n'est pas bon là-dedans, il est pas là. Et donc, d'une certaine façon, c'est un peu comme si les choses étaient écrites et que ben, il n'y avait pas grand-chose à faire pour. L'autre chose, c'est du coup, c'est un rapport aux nouvelles expériences qui freine, c'est-à-dire que je n'ai pas, j'évite d'être dans l'erreur parce que du coup, je vais me juger par rapport à des capacités que je pense avoir et qui risquent de me mettre en difficulté. L'esprit de croissance et en développement est totalement différent. Lui, il dit, bah, de toute façon, bah voilà, ce qui est important, c'est d'apprendre. Je sais pas, j'ai des expériences, mais voilà, ça ne me dérange pas, contrairement à l'esprit fixe, d'essayer des choses que je ne sais pas. L'important, c'est d'apprendre. Je serai toujours en croissance et on y va. Et si je fais des erreurs, eh ben, ce n'est pas grave. Et je tente des tas de choses. Voilà. Ça, c'est très important que on repère ça parce qu'évidemment, un esprit fixe vis-à-vis des challenges, il va les éviter. Parce que dans l'esprit fixe, il y a beaucoup de jugements. Et l'idée, c'est que ces jugements, bah, si je me penche doué et puis je me rends compte que je me plante, bah, je ne suis pas si doué que ça, c'est très angoissant. Pour un esprit en croissance, le challenge, c'est une expérience, c'est du coup une occasion d'avancer. Les obstacles en esprit fixe, eh bien, on a tendance à les éviter, tout simplement. Donc, on évite les expériences nouvelles. Et dans un esprit de croissance, eh bien, voilà, on y va. On sait que ce sera peut-être pas très confortable, mais on y va. Pareil par rapport à l'effort. Euh, L'esprit fixe, il voit pas trop d'intérêt à aller vers de l'effort, alors que un esprit de croissance, il sait que c'est le passage obligé, même si s'il ne va pas de gaieté, pour apprendre, pour expérimenter, pour rencontrer, pour vivre. Voilà. La critique, ben, l'esprit fixe, il a très peur de la critique, alors que un esprit en croissance, lui, ben, voilà, il va essayer de comprendre ce qui se passe et il sait de toute façon qu'il y a des progrès à faire. À la limite, ça ne l'étonne pas. Le succès pour quelqu'un de fixe, eh bien, en fait, il se compare beaucoup, l'esprit fixe, et donc, ben, ça le renvoie peut-être à ces manques de succès, du coup, ça le fragilise. Alors que quelqu'un en développement, il voit quelqu'un réussir, bah, si lui a réussi, bah, peut-être que je peux réussir et peut-être qu'il peut me dire comment est-ce qu'il a fait et du coup, c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas totalement esprit fixe ou esprit de croissance, mais c'est important, notamment sur des choses nouvelles, sur des erreurs, de se dire que, voilà, on a d'abord à apprendre et on est tous en évolution et que voilà, vis-à-vis de l'erreur, euh, il s'agit de rester ouvert et de ne pas être trop impacté émotionnellement par les erreurs et les déceptions qu'on peut traverser. Voilà pour les apports théoriques que je voulais vous faire. Et maintenant, ce que je propose, peut-être une petite réaction très rapide de ta part, Sébastien, sur la présentation. Et puis après, on va vraiment parler de ton expérience, si tu en es d'accord. Ben, je retrouve de manière théorique, je rigole quand je vois la fixité et puis
Et puis le cas contraire de la croissance, de l'expérience, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on met en œuvre en permanence sur l'entreprise. Euh, ouais, il faut accepter le regard des autres. Et puis après, bah, ça revient si quand on fait une expérience, on a un objectif. Et donc du coup, le retour d'expérience fait que bah, ça nous aide à avancer c'est une étape pour continuer à dérouler notre objectif. Et donc du coup, du coup, qu'elle soit dans tous les cas, elle est réussie parce qu'elle nous apporte une information. Donc du coup, il y a pas d'échec. Ça nous aide à reconfigurer quelque chose, ça aide à échanger avec quelqu'un d'autre, ça aide à faire du réseau. Enfin, c'est tout ce que je vais présenter après. Et moi, j'appelle ça d'une autre manière, c'est faire du vélo. C'est-à-dire on est sur quelque chose qui est instable, on avance. Et pour garder cette stabilité, et en fait, ça nous aide à avancer. Et si on s'arrête, ben, on tombe. Et j'ai pas envie que ni notre entreprise, ni moi tombe. Voilà. J'ai juste envie de te poser la question, est-ce que tu as toujours été aussi souple voilà, est-ce que ça se développe avec le temps? C'est en commençant à échanger avec toi que je me pose la question. Euh, Est-ce que j'étais souple? Peut-être, mais après on le cultive, on le concrétise de différentes manières. Moi, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais la bougeotte. Tous les 2, 3 ans, je changeais de lieu pour faire mes études. Et j'ai été salarié pendant quasiment 20 ans. Et pareil, j'ai toujours aimé bouger, changer d'entreprise, voir autre chose et voir d'autres régions. J'ai fait un petit tour de France à travers mes expériences professionnelles. Ça n'a pas toujours été simple pour la vie de famille, mais oui, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de voir d'autres régions, de rencontrer d'autres cultures, parce qu'il y a des cultures en France qui ne sont pas les mêmes, et c'est ça qui est génial. Et puis de rencontrer d'autres types d'entreprises, et à chaque fois, on apprend. On apprend, on s'enrichit du travail, des méthodes de travail, des cultures de l'entreprise. C'est ce qui fait peut-être qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, quoi, après 20 ans. Mais si je peux me permettre une remarque, c'est que je pense qu'on gagne à cultiver régulièrement des changements. Mm. Euh, parce que, et je pense, alors certainement pas en agriculture, mais dans certaines entreprises, quand il n'y a pas régulièrement du changement, eh bien, il y a de l'appréhension et du coup, ça grippe un peu cette fameuse souplesse. Donc, le changement, c'est vraiment, de mon point de vue, quelque chose à cultiver. Ça, c'est vrai sur les façons de faire, sur les outils, sur les relations. Il y a besoin, sans doute, de cultiver un peu ce changement pour avoir peut-être cette souplesse. Je te propose donc d'aborder voilà, sur un titre Comment cultiver un mental fort. Euh, ton premier, peut-être ton premier angle, dire que en fait ces angles-là, ils sont issus vraiment d'un échange Ouais. qu'on a eu ensemble et c'est vraiment voilà ton expérience. Du coup, développer une vision, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, je vais faire un petit retour en arrière. Quand je l'ai dit dans la présentation, sur notre structure principale, on est deux associés. On est deux jeunes du même âge, du même village, et on a décidé en 2014 de regrouper les deux exploitations les deux exploitations familiales, celles de nos parents. Euh, il y avait 7 agriculteurs sur la commune, ils s'entraidaient un tout petit peu, mais ils se regardaient tous du coin de l'œil, à qui voyait la connerie de l'autre et puis rigolaient, quoi. Un peu très, très, très paysan. Et nous, on a fait une rupture, c'est qu'on s'est dit, bah, pour continuer demain dans l'agriculture, on va regrouper nos deux exploitations, on va abandonner complètement ce côté je me regarde du coin de l'œil en ricanant, pour plutôt décider ensemble. Et la particularité qu'on avait, c'est qu'on était tous les deux salariés. Et mon associé avait son cousin qui était salarié sur la structure. Et donc, du coup, on a associé son cousin à la structure. On était trois. Voilà. On a fonctionné comme ça pendant 5 ans. Et en 2019, le troisième associé est sorti de la structure. On s'est retrouvés tous les deux.
Et c'est moi qui suis revenu sur la structure. Et donc, du coup, on avait besoin de valider un certain nombre de choses ensemble, de pouvoir fonctionner ensemble par rapport aux petits désagréments qu'on avait connus auparavant. Et donc, du coup, on a repris quelque chose qu'on connaissait dans le monde de l'entreprise. Tu disais qu'on a besoin d'être motivé, de faire du changement. Je sais que tous les ans, quand j'étais en coopérative, il y avait un lancement de campagne. On définit des nouvelles actions pour la campagne, ça motive les équipes, ça entraîne les gens, et puis on fait le même métier tous les ans, et quoi de se fixer des nouveaux objectifs pour repartir pour une nouvelle année. Bah, bêtement, on a repris cette notion de feuille de route qu'on avait prévu de faire tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, où on a fixé ensemble les objectifs, ce qu'on voulait faire de notre exploitation, et puis là où on voudrait aller. Alors, ça avait plusieurs vertus. La première, c'était qu'on valide ensemble ce qu'on allait faire de notre entreprise, parce qu'on était deux, donc qu'on soit bien d'accord sur les objectifs qu'on se fixe ensemble. C'était important pour moi parce que mon associé a une activité salariée et qu'il l'occupe, il n'est pas sur place. Et donc, du coup, en ayant cette feuille de route, ça permettait de la décliner dans des actions tactiques, des actions quotidiennes, et de savoir qu'on était toujours dans le bon état d'esprit, dans la bonne logique qu'on avait fixée auparavant ensemble. Et en fait, avec le temps, cette feuille de route, bah, on y pense, hein, quand on se retrouve en fin d'année tous les deux, c'est le moment où on paye les fermages, où on fait les fermages et où on fait un bilan de l'année. En fait, on a besoin, moi j'ai besoin de faire cette feuille de route parce que ça me relance mon année, c'est ma nouvelle campagne, comme quand j'étais en coopérative. Euh, et puis, bah, on valide nos projets, mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'on prend la feuille de route de l'année d'avant et on fait les checks. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est commencé, c'est pas fini. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, du coup, même si on n'a pas une bonne année, même si on a des moments qui sont difficiles en climato, en prix, qu'on a eu des difficultés à faire l'année parce que, on a eu des complications, bah, faire le check de ce qu'on a fait, bah, c'est vachement motivant. Et quand on repart au boulot, qu'on a des moments qui sont difficiles, on pense à la feuille de route et qu'on est en train de faire le check. Quand on est en train de bosser dans un champ, de le travailler dans le tracteur, que le GPS y tourne, on peut passer des coups de téléphone pour demander des devis, pour caler des rendez-vous, pour aller chercher de l'information, pour mettre en route des choses, parce qu'on ne fait pas tout avec les mains, on fait aussi pas mal de choses avec la tête. Et donc, du coup, moi, faire du tracteur, je suis arrivé à un âge où ça me passionne plus du tout. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, j'aimais ça. Aujourd'hui, moins je fais de tracteur, mieux c'est pour ma santé, je trouve. Et deux, plus c'est économique, parce qu'on n'use pas de carburant et on n'use pas le tracteur et on n'use pas le matériel. Donc, quand j'en fais, bah, j'essaie d'avoir l'esprit occupé à autre chose, à me projeter, à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, ainsi de suite. Et donc à dérouler cette feuille de route. Donc, pour moi, cette feuille de route, c'est l'étoile du berger, hein. C'est la première étoile qui s'illumine dans le ciel le soir. Euh, Ça nous donne, quand il y a des hauts, quand il y a des bas, surtout quand il y a des bas, ça nous permet de remonter la pente et puis de continuer à avancer. Alors, on est quand même dans des zones qui sont très vallonnées, mais au moins, on sait où on veut aller. Voilà. Et ça, moi c'est capital. Ça nous guide. Et, et puis, ben, on est à tel point qu'on en a besoin parce qu'on voit les étapes qu'on a passées. Pour illustrer quand on en parlait ensemble, on s'était dit faire du photovoltaïque. Bon, bah ok, il y a un moment donné, on a réussi, on a désamianté un hangar, on a mis des panneaux solaires dessus. On n'a pas fait un bâtiment neuf, on a fait une rénovation et on est reparti avec un projet photovoltaïque sur un hangar existant. Voilà. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on a continué à moindre coût à valoriser l'existant et puis pouvoir participer à la transition énergétique. Il y avait un Et voisin qui... Sébastien, ça a été issu d'un échange autour de la vision? Oui, oui, parce que on voulait on avait un souhait de diversification de revenus sur notre entreprise et puis de faire feu de tout bois. Et donc, du coup, de faire du photovoltaïque. On était sur un bâtiment qui était en amiante. Il y avait des fibros qui s'abîmaient. Et donc, du coup, faire cette démarche-là, pour nous, c'était important. Et puis, je suis même allé plus loin. C'était de vouloir réfléchir à des bâtiments
en photovoltaïque à plusieurs. Du coup, j'avais échangé, je me rappelle, avec Hervé à cette occasion, Hervé Levaillon. Et voilà, c'est des idées, on cultive les idées tous les deux. Une demande de mon associé depuis 2019 ou 2020, c'était de dire, Sébastien, on ne peut pas passer à côté de l'agriculture biologique. Il faudra à un moment donné qu'on s'intéresse à ce mode de production. Donc, j'ai dit, écoute, Christophe, j'ai besoin d'un peu de temps parce que moi, je revenais en 2019 sur la ferme, de retrouver mes repères techniques parce que conduire un tracteur, c'est sympa, mais des phytos, j'en avais jamais mis, conduire un PUV, je l'avais jamais fait. Donc, reprendre tout ça. Après, on a eu une possibilité d'agrandissement, donc du coup, on l'a mis en œuvre. Et c'est seulement depuis un an qu'on est en train de dérouler le projet agriculture biologique en le faisant avec un collègue, en créant une nouvelle société, en retirant des terres de nos deux structures pour faire une nouvelle société destinée à l'agriculture biologique. Et par le réseau, on a eu aussi une étincelle qui nous a aidé à partir sur l'agriculture biologique. Mais ce projet d'agriculture Ouais. biologique, on le fait complètement indépendamment du contexte économique sur l'agriculture biologique. On s'en fout. Alors, ce que je comprends, c'est qu'au-delà de développer une vision, c'est aussi à un moment donné d'identifier un certain nombre d'idées, de choisir un peu les graines qu'on va planter pour que elle, euh, elle puisse pousser régulièrement tout au long de l'année ou des années suivantes. C'est ça, il y Oui, a aussi euh, le fait de fertiliser le parcours à venir d'un certain nombre d'idées qui se concrétisent plus ou moins rapidement. alors il y a un aspect que j'aborde pas, c'est que euh, bien évidemment, on cherche à chaque instant à maintenir les équilibres économiques de l'entreprise. Tout j'allais dire le régalien, tout ce qui est quotidien, tout ce qui doit faire fonctionner l'entreprise, on le fait. Mais on a besoin de plus que de faire simplement tourner l'entreprise. On cherche à la projeter, on cherche à l'ancrer dans son territoire. Ça, c'est notre vision. Et, et, et euh, en fait, il y a quelques éléments qui sont forts pour nous. C'est qu'on a toujours vu les exploitations de nos parents en mouvement. On a toujours vu le contexte économique autour de nous en mouvement et plutôt côté baisse, c'est-à-dire qu'il fallait de plus en plus de surface pour dégager du revenu et faire tourner les exploitations. D'où notre projet de regroupement des exploitations. Euh, et, et le changement climatique, on a, on a toujours considéré que c'était une réalité parce que bah, on l'a subi. Et donc, du coup, euh, on a besoin de mettre en mouvement notre entreprise. On sait que si on bouge pas, notre entreprise, elle va tomber. C'est mon image du vélo, mais c'est parce qu'on a toujours vu nos parents se poser des questions et essayer de faire bouger les choses, changer, trouver des solutions, que pour nous, c'est naturel de faire ça. J'ai une question de Béatrix. De ton point de vue, est-ce que il s'agit d'être en bonne santé économique pour oser la production biologique? Alors, c'est pas la bonne santé économique. C'est plusieurs facteurs différents. C'est que moi, j'avais besoin d'être mentalement compétent sur le domaine de fonctionnement de l'exploitation aujourd'hui, c'est-à-dire de gérer les 350, 360 hectares correctement. On est en agriculture de conservation des sols et donc du coup, on bouge aussi là-dessus. Donc du coup, maîtriser à peu près tout. Euh, on a eu des phases d'investissement, on est dans des phases de remboursement. Quand on a bien avancé le remboursement, on peut s'en remettre des projets, on peut prendre des risques. Et donc, du coup, on sait il peut y avoir une année ou deux où c'est pas facile au départ. Donc, du coup, on se sent plus apte, plus serein à le faire. Le voisin avec lequel on va faire le projet, lui, il est déjà en partie en agriculture biologique sur son exploitation. Donc du coup, ça sécurise un peu la démarche parce qu'il a déjà une expérience. Voilà. Euh, c'est pas être en forme pour prendre le risque,
on arrive à une étape où il y a plusieurs, comme ça s'appelle, leviers qui se trouvent bien. Alors, c'est pas le terme levier, mais on va dire que les planètes sont bien alignées pour lancer le projet. Voilà. Très bien. Sébastien, ce que je propose, c'est qu'on passe au Oui, deuxième point. Ici, alors, euh, là, je suis bloqué. deuxième point, c'était le collectif, hein, de mémoire. Deuxième, c'est entretenir son agilité. On en a Ah, parlé tout à l'heure. l'agilité, oui. Voilà. Donc, euh, par rapport à ce que j'ai dit à l'instant, euh, on considère qu'on est tout le temps en mouvement, que notre entreprise est tout le temps en mouvement. Il y a plusieurs éléments. C'est les difficultés économiques qu'on a. Alors, quand je parle de difficultés économiques, c'est des prix de marché sur les céréales qui sont très fluctuants, c'est des prix d'intrants qui sont très fluctuants et qui, quand même, dans le temps, les céréales bougent pas de trop et les intrants ont eu tendance quand même à augmenter. Si je compare aux tarifs qu'on avait quand j'étais en centre de gestion dans les années 2010, c'est complètement incomparable. Et le prix du matériel qui a largement augmenté. Donc ça nous a demandé de faire évoluer notre entreprise en permanence. Euh, Ça nous a amené à aller vers l'agriculture de conservation des sols, d'aller vers le semi-direct. En fait, le semi-direct pour notre entreprise, c'est un, arriver à semer du colza pendant qu'il fait très sec, sans travailler le sol. Et deux, c'était ne pas avoir à renouveler du matériel et utiliser moins de matériel et utiliser moins nos tracteurs. Et puis trois, bah, il y a le côté, comme ça s'appelle, vie du sol et ainsi de suite, mais ce n'était pas le premier critère au départ. Voilà. Et donc, du coup, ça nous a mis en réflexion. Et, et partant de là, bah, on s'est aperçu qu'il fallait prendre du risque, il fallait aller sur un smart de semi-direct, il fallait faire évoluer les pratiques. Et en fait, on a eu aussi un autre événement qui nous a beaucoup aidé, c'est que la transition entre notre ancienne associé et moi, présent sur la structure, en 2018-2019, on avait semé 100 hectares de colza, on a récolté 0 hectare de colza en 2019, on est obligé de ressemer 100 hectares au printemps de différentes cultures. Merci l'assurance récolte à l'époque. Et donc ça, bah, ça nous a mis une grande claque dans la figure et ça nous a, comme ça s'appelle, ça nous a obligés à nous remettre en cause. Et ça nous a confirmé qu'il fallait qu'on soit, comme ça s'appelle, tout le temps en mouvement, tout le temps en recherche, et qu'il n'y avait rien d'acquis, il y avait rien d'acquis, et que le passé était le passé, mais qu'il ne se reproduirait pas de la même manière, enfin, il ne se reproduirait plus. Et donc, Alors, du coup, ça a commencé à faire cultiver cette notion d'essayer de tout le temps être en mouvement, tout le temps à la recherche d'informations pour développer la rentabilité de notre entreprise dans un contexte qui bougeait. tu as abordé une notion qui est importante par rapport au mental et la notion de risque. Euh, Comment tu abordes la notion de risque par rapport à ça? Bah, par rapport à aujourd'hui, moi, le risque, comment te dire? J'en prends pour ne pas en subir. Je sais Ah, pas. ça, c'est excellent comme formule. Non, mais sur LinkedIn, il y a quelques personnes qui m'ont découvert parce que je partageais des photos de ma parcelle d'essai. En fait, j'ai fait un essai sur 2 hectares avec différentes cultures, des cultures qui, pour chez nous, sont peut-être improbables, du pois chiche, du fenugrec, du quinoa, du millet, du sarrasin. Et puis j'ai fait un autre essai en double culture de sarrasin et de caméline. Et tout ça, j'ai dû faire ça sur l'équivalent de 6 hectares sur 350, 360. Donc c'est pour montrer la proportion. Il y a certaines personnes qui parlent quand ils pensent à moi, ils pensent au pois chiche, c'est 20 arts et 20 arts de production. Et donc, du coup, en prenant ce risque sur une petite surface, ça nous permet de découvrir des nouvelles cultures, ça nous permet d'aller chercher de l'information, euh, ça nous permet d'apprendre à ne pas être certain de ce qu'on fait. Et ça nous fait, bah, c'est cette notion d'agilité, ça nous fait, on sort de nos, comme ça s'appelle, de nos certitudes pour aller à la découverte.
Et donc, du coup, les essais qu'on fait sur 20 arts, qu'on fait sur, comme ça s'appelle, sur un bout de parcelle de 1 hectare, eh bien, l'objectif après, c'est qu'on puisse le multiplier à plus grande échelle et que ça devienne productif. Euh, pour donner un autre exemple, euh, on est donc dans l'Yonne, en Bourgogne, et on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a une IGP moutarde de Bourgogne. Donc en fait, quand vous achetez de la moutarde de Dijon, entre guillemets, je vais dire c'est de la merde, c'est de la moutarde étrangère. Quand vous achetez de la moutarde IGP, moutarde de Bourgogne, vous achetez la moutarde qui a été faite principalement avec des graines de moutarde de Bourgogne. Voilà. Ensuite, on cultive de la moutarde. La moutarde est plutôt une plante de printemps et nous, on la sème à l'automne. Donc, on complique un peu son cycle parce qu'en fait, de cette manière-là, elle est plus productive, mais elle est plus difficile à conduire avec les insectes et le froid. Donc, du coup, c'est tout l'art d'arriver à guider une culture dans un contexte compliqué pour arriver à faire quelque chose de bien au final. Voilà. Donc, je donne un peu le cadre, mais pour autant, c'est pas impossible. Et donc, j'ai constaté qu'il nous fallait 3 ans, qu'il nous a fallu 3 ans pour arriver à faire une première année correcte en moutarde. Donc ça veut dire qu'il faut partir au départ sur une petite surface la première année, puis augmenter un petit peu plus la deuxième année parce qu'on a appris des choses, et puis la troisième année, partir vraiment en système de production. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi le tunnel ou l'entonnoir de l'innovation. Quand j'étais en coopérative et qu'on travaillait sur la partie R&D, bah, en fait, on était avec ce tunnel-là. Donc, du coup, moi, j'ai appris à, à lancer plein de cultures, les faire pendant plusieurs années, et c'est à l'issue de plusieurs années que je vais décider si on va les continuer ou pas. Il y a la capacité des plantes à s'adapter à notre contexte, il y a notre capacité à appréhender cette culture-là, à savoir la conduire. Il y a toute la phase de récolte logistique, et puis il y a aussi le dernier point, c'est toute la partie mise en marché, trouver les débouchés et que le prix soit rémunérateur. Et donc du coup, pendant 3 ans, on peut travailler sur tout ça. Voilà, ça nécessite 3 ans et c'est super intéressant. Moi, je continue à faire ça. J'y prends beaucoup de plaisir euh, parce qu'en fait, je fais beaucoup de rencontres en communiquant sur les réseaux sur ces cultures-là. J'apprends beaucoup. J'ai découvert que le millet, qui me semblait une culture exotique, eh bien en fait, il a été cultivé en Vendée depuis très longtemps et que c'est une culture qui s'est perdue depuis le début, depuis le XXe siècle. Alors que historiquement, il y avait du millet et il y a des vieilles recettes vendéennes, a priori, qui valorisent la graine de millet. Voilà. Bon, j'ai appris ça. Euh, le pois chiche, j'aime pas le pois chiche dans le couscous, mais par contre, j'adore le pois chiche dans le mousse et je cultive le pois chiche et j'ai du plaisir, c'est prendre mes graines de pois chiche pour faire de l'houmous. Voilà. Et bah, ça, c'est en s'intéressant à des nouvelles cultures qu'on s'enrichit de tout ça. Voilà. Alors, si tu permets, je vais te dire ce que Oui, j'entends. Euh, Je trouve très fort de dire que je prends des risques pour ne pas les subir. Donc, il y a une notion de prise de risque avec une idée d'anticipation. L'autre oui, chose, c'est que tu essayes plein de choses différentes euh, oui, avec l'idée de vraiment de pas mettre tous les paniers dans les mêmes œufs, de tester sur des petites surfaces pour maîtriser la notion de risque. Et oui, puis, de façon à ce que, à un moment donné, il y a quelque chose que tu as mis en germe qui va se révéler opportun, que tu maîtrises techniquement, qui va correspondre à un marché et que tu vas pouvoir proposer. Donc, il y a une notion d'investissement, d'agilité, d'information et du coup aussi quand même un vrai investissement intellectuel aussi de rechercher ce qui va pas avec toute la diversité. Voilà. Je te propose, si tu en es d'accord, d'aller au point suivant, qui est en lien, hein, cultiver l'ouverture, développer son réseau, ses contacts, sans viser court terme. Alors, le réseau, ma première expérience en entreprise, je ne savais pas ce que c'était le réseau parce que la culture de l'entreprise, c'était il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui savons faire, il n'y a que nous qui faisons bien et les clients, ils doivent travailler qu'avec nous. Voilà. Et au bout d'un moment, ça devient insupportable. Pour moi, c'était sclérosant. J'avais envie de proposer des choses et c'était impossible. Et donc, du coup, j'ai quitté cette entreprise-là et je suis rentré en coopérative. Où là, c'est le contraire. C'est make or buy. On fait ou on achète.
on a comme ça s'appelle, un fichier client. Il faut qu'on accompagne du mieux possible ces clients. Euh, on va identifier leurs besoins, on va aller chercher des solutions sur le marché, des services, des produits. On va combiner tout ça. On va faire une offre de service, une offre de produit. Ben, c'est ce que tout le monde connaît à travers la relation avec son TC en coopérative ou en négoce. Et c'est des structures qui achètent des produits, qui commercialisent des produits, qui les ont référencés, qui les ont testés, qui ont mesuré qu'ils soient bien adaptés au territoire de chacun. Et, et en fait, bah, on fait pas. On collecte de l'information en permanence. On est en relation avec beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises. On travaille ensemble pour bâtir des solutions qui sont adaptées aux clients. Et, et donc, du coup, c'était complètement différent de la première expérience que j'avais eue où on devait exceller sur tous les domaines. Et en fait, c'est impossible qu'un individu excelle dans tous les domaines. Donc, il a besoin de développer du réseau. Notre société est ouverte. On a besoin d'aller chercher des compétences. On a besoin d'échanger pour adapter comme ça s'appelle, les besoins et les offres ensemble. Et c'est comme ça, à travers mes deux dernières expériences dans le négoce et en coopérative, que j'ai appris à cultiver le réseau. Et j'ai vu aussi euh, que c'était super intéressant et enrichissant de, de savoir mettre les gens en relation entre eux. On connaît une personne qui a une demande, on connaît une autre personne qui a une autre demande ou qui a un besoin, et en fait, ça correspond l'un à l'autre. Bah, si on met ces deux personnes-là ensemble, bah, on va faire deux heureux. Et puis un jour, bah, ils reviennent vers nous et ils nous proposent quelque chose. Voilà. Et Et ça c'est pour moi, ça veut c'est dire hyper que, important. ça veut dire que pour toi, c'est une priorité pour consacrer ce temps-là au réseau. Comment tu t'organises et en quoi c'est important pour la suite? Bah, alors, j'ai développé ça dans mes expériences professionnelles auparavant. J'ai trouvé que c'était très gratifiant parce qu'on rencontre des gens extraordinaires que j'aurais jamais rencontrés autrement. Des gens qui ont un savoir, qui ont des compétences, qui ont quelque chose à raconter, qui aident à faire réfléchir et c'est hyper enrichissant. Donc ça, moi, j'adore. Des fois, on rencontre des gens qui vont comme ça s'appelle, nous déstabiliser, nous faire réfléchir. Donc, être déstabilisé, c'est bien en soi parce que nos certitudes sont ébranlées et ça nous fait réfléchir et on passe à un autre stade qui est forcément plus riche que le stade auquel on était avant. Donc, du coup, ça nous aide soit humainement, personnellement, familialement ou professionnellement. Voilà. Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la croissance, le fait d'être en incertitude, mais de toujours capitaliser, je me retrouve dedans à 100%. Et donc, du coup, quand je suis revenu sur l'exploitation au départ, j'ai continué à travailler dans le négoce, à organiser je vais organiser un colloque. Et j'avais encore besoin de ça en faisant la transition pour revenir sur la ferme. Et en fait, je me suis aperçu que naturellement, ça s'est fait par les réseaux sociaux, en gardant du contact avec les gens. Donc, l'outil le plus simple pour garder du contact, hein, c'est celui qui nous permet de communiquer ensemble aujourd'hui, c'est le téléphone. C'est des réseaux sociaux, c'est des WhatsApp, c'est des applis comme ça. Et donc, du coup, c'est du temps et c'est pas du temps. Quand tu es dans le tracteur en train de travailler avec le GPS, bah, tu peux envoyer un message WhatsApp, tu peux prendre des nouvelles, donner des nouvelles, échanger avec les gens et, et puis ça aide à avancer. Voilà. Euh, J'avais un exemple de rencontre, mais oui, en fait, pour illustrer le propos, en communiquant sur LinkedIn, j'ai expliqué qu'on faisait de la multiplication de semences. J'ai cité plusieurs fois l'entreprise avec laquelle on travaille. Le hasard a fait que le PDG, le directeur de l'entreprise, m'a repéré. Et puis un jour, il m'a proposé de passer sur l'exploitation pour faire le point, comprendre comment on travaillait, quels étaient nos besoins, comment on jugeait la relation qu'on avait avec son entreprise. Et puis, c'était avec beaucoup de plaisir que je l'ai accueilli. J'ai demandé à un voisin, un copain avec
on fait tous les deux de la multiplication de semences pour cette entreprise-là, d'être là, parce qu'on s'entend bien ensemble, on fait partie de la MQMA. Et puis on réfléchit à plein de projets ensemble, tous les trois, avec mon associé. Et en fait, pendant le rendez-vous, quand on a échangé avec le responsable de l'entreprise, il nous a posé la question, pourquoi vous ne faites pas de l'agriculture biologique? Et là, on a rigolé. Et il nous a dit, bah, j'ai dit un gros mot. On lui a dit, non, 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 pas du tout, monsieur. Au contraire, vous avez rien dit. On a le sourire parce que ça fait 2 ans que tous les trois, on y réfléchit. C'est quelque chose qu'on a en tête, mais on n'a pas eu le déclic. Et il dit, bah, écoutez, si vous voulez, les gars, moi, je peux, comme ça s'appelle, je peux vous aider. On est intéressé pour de la multiplication de semences en bio. On peut travailler ensemble sur cet aspect-là aussi. Bon, bah, ok. Et c'est ce qui nous a aidé à partir en agriculture biologique. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est par le réseau, par les réseaux sociaux que j'ai pu faire cette rencontre-là. Et puis, ça a débouché aujourd'hui à lancer, à avoir un client pour notre activité en agriculture biologique. Et, et voilà, le bénéfice du réseau, tu ne l'as pas tout de suite. Tu peux l'avoir 6 mois, un an après. Oui, et puis ce que je comprends aussi, c'est que surtout quand on est en expérimentation, on a besoin de l'expérience des autres et donc Oui. le réseau est d'autant plus important. On est en retard, Sébastien, mais Ah, c'est passionnant. Je te propose d'aborder le point suivant sur rechercher et valoriser la force du collectif. bah en fait, dans ma présentation, je l'ai dit, on est déjà deux sur la structure. Donc du coup, c'était déjà un petit collectif. Et puis ce collectif, on a fait que de le cultiver, que de le développer, puisqu'on a constitué une CUMA à 4 en 2021. Aujourd'hui, sur la CUMA, on est 6. On a un projet pour rentrer 3 associés nouveaux là en ce moment. Là, vous avez la photo du premier projet qu'on a eu sur la CUMA. C'était comme ça s'appelle, un semoir de semi-direct. Et puis là, on envisage un deuxième semoir de semi-direct et on a développé aussi d'autres activités à côté. Et, et en fait, bah, ce collectif, il nous aide à travailler euh, avec la mécanisation, mais il nous aide aussi à progresser techniquement et à progresser dans notre organisation. J'ai eu un accident l'année dernière qui fait que j'étais pas mal immobilisé. Bah, en fait, le travail a pu être fait avec les collègues qui sont venus filer un coup de main, qui se sont proposés naturellement, bah, grâce au collectif. Et grâce au collectif, ça se passe bien. Voilà. Du Euh, coup, sur le plan mental, ça veut dire il y a du soutien, il y a oui, de l'échange, il y a de la richesse, il y a de la solidarité, il y a de l'émotionnel, il y a de l'amitié et de l'affectif. il y a un peu tout ça à la fois. Il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de solitude. Bah, on n'a pas de solitude. La solitude du chef d'entreprise, on arrive à la combattre avec le collectif. On arrive à, euh, on arrive à présenter des idées. Et souvent, quand on verbalise ces idées, on les fait énormément avancer parce que tout de suite, le fait de l'expliquer, bah, ça nous aide énormément. Ah bah oui, tiens, mince, rien que le fait de la dire, on ne s'était pas aperçu auparavant qu'il y avait tel point ou tel point qui était faible. Et, et donc, du coup, on a le retour des collègues. Donc, c'est hyper enrichissant. En fait, le collectif, c'est démultiplier la capacité d'avoir, au lieu d'avoir un cerveau qui réfléchit, on peut en avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et ça, c'est hyper fort, ça va beaucoup plus vite. Euh, Ça peut proposer des idées, ça peut proposer comme ça s'appelle, de l'association, ça démultiplie les moyens. Pour moi, c'est hyper important le collectif et on est dans un environnement qui est, je considère, très difficile, soit par les marchés, soit par le climat. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est pas en restant tout seul. L'histoire montre que quand les éléments étaient qui étaient difficiles, qu'il y avait des temps de guerre ou des temps de famine, les gens se regroupaient, étaient beaucoup plus collectifs et c'est de cette manière-là qu'ils s'en sortent. Et donc, du coup, je pense qu'on fait que reproduire ces périodes. C'est par le collectif, c'est par l'entraide, c'est par la mutualisation qu'on arrive à s'en sortir. Voilà. Message très Et donc, fort sur le collectif. Le point ah suivant, oui, c'était oser s'appuyer davantage sur des compétences extérieures. ah, un point qui ressort, c'est que
jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à travers nos compétences, à travers nos réflexions, le réseau, à, à avancer, à conduire notre entreprise. Euh, il y a un aspect qui est important, c'est qu'on puisse aller, pour moi, vers la commercialisation, vers la transformation de nos produits, euh, et aller vers des produits alimentaires beaucoup plus aboutis que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est un gap qui me semble important. Et en fait, pour moi, pour le passé, ça va pas être une question de formation, ça va être une question de sensibilisation, de culture, bien sûr, mais ça va être de là encore, de valoriser le réseau, de valoriser des compétences qui sont extérieures et de travailler avec d'autres personnes. Euh, je sens que l'âge fait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont d'autres compétences, qui ont d'autres énergies et qu'on a besoin qu'on va avoir besoin d'aller chercher, de partager des relations avec ces gens-là pour continuer à faire évoluer notre entreprise. Alors, ce que j'ai pas dit, mais que je veux préciser, dans l'état d'esprit, il y a le chef d'entreprise et il y a l'entreprise. Et pour moi, on fait progresser les deux. Et, et, et moi, dans mon état d'esprit, on est deux associés, on a une entreprise. Et nous deux, et l'entreprise, l'entreprise, c'est un être qu'on crée en plus et qu'on doit emmener. C'est-à-dire que c'est pas le jour où on va partir en retraite que l'entreprise disparaît. Si elle disparaît à cette occasion-là, bah, elle disparaîtra. Mais on peut la lancer et elle peut nous dépasser. On peut être que des témoins à un moment donné. Et donc, du coup, aller chercher des expériences, des compétences extérieures, c'est continuer à faire progresser notre entreprise. Voilà. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est aussi développer son autonomie, c'est déléguer, Oui, c'est passer des relais, c'est intégrer des nouvelles compétences, des nouvelles personnes. oui. Mais pour moi, c'est associer des nouvelles personnes. Enfin, je le vois avec le côté association, c'est-à-dire c'est euh, c'est toujours dans du réseau et quitte à prendre des participations dans d'autres structures pour continuer à faire avancer notre entreprise. Oui, Voilà. parce qu'il y a toutes sortes de formes juridiques, Oui, oui, il y a toutes sortes de formats auxquels d'ailleurs tu participes et qu'il est important de peut-être d'évoquer, c'est que voilà, il n'y a pas sur le plan juridique une grosse patate dans laquelle on met tous les moyens de production de tous les hommes. Il y a des possibilités à géométrie variable selon la nature du projet, selon les personnes, selon voilà, il y a aussi cette souplesse-là qu'il s'agit d'acquérir. c'est comme nos activités, on n'est pas fixé, hein. On doit pouvoir se permettre de toutes les solutions. On va se retrouver à terme avec trois ERL et une CUMA. Mais, il y aura peut-être d'autres choses à venir, pourquoi pas, quoi. Alors, il y a quand même un élément, là on en parle beaucoup de souplesse, d'adaptation, d'élargissement, de diversification, mais il y a quand même un élément fort que tu as amené. Voilà, c'est celle de la détermination. Parle-nous de la détermination. Oui, c'est l'exemple je te donnais, c'est que bah, on doit, on regarde tout et puis il y a quand même des choses qui sont comme ça s'appelle, qui font partie des bases, qui sont, j'ai plus en tête le terme que tu me donnais, mais La euh, détermination. oui, oui, non, mais non, sur notre entreprise, le fait, par exemple, dans la cour, euh, ça nous donne, elle est nécessaire parce elle permet de déployer notre entreprise dans différentes solutions. Et en fait, bah, on n'a jamais lâché le morceau. On a continué à échanger avec les personnes. C'est un projet qui a mis 10 ans. C'est un projet qui a mis 10 ans pour se faire. Euh, Où bah, on n'a jamais arrêté d'y croire. On a En fait, toujours vous étiez en continué. négociation pour une Oui, parcelle qui était oui, juste à côté de l'exploitation. oui. Et donc, voilà, il a fallu 10 ans, mais vous êtes arrivé. On y est arrivé. Donc, du coup, ça nous donne du potentiel sur notre bâtiment et ça donne du potentiel sur notre entreprise pour pouvoir
à travers ce bâtiment, développer toutes nos activités qu'on souhaite faire en multiplication de semences, en stockage et pour aller plus loin sur le nettoyage, du triage et de la commercialisation de nos produits. Voilà. Et oui, C'est-à-dire que, je dirais, sur le plan de l'instant, il y a une exploration de tous les possibles avec une grande largeur et des choses qu'on abandonne avec souplesse et on passe de l'un à l'autre. Et en même temps, il y a des choses sur lesquelles, eh bien, voilà, on reste déterminé de façon vraiment dans le temps pour finaliser des choses qui nécessitent du temps aussi. Ouais. oui, oui. Ok. Alors, il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est parce que quand on en avait discuté ensemble à Paris, c'est que on est en recherche permanente de gains de productivité. Les principaux gains de productivité, c'est le temps de travail, c'est la diminution des heures du matériel, c'est la baisse des charges. Et en fait, on en réinvestit en permanence une partie dans tout ce qui est essai, expérience. C'est-à-dire qu'en fait, les gains de productivité qu'on fait, ils nous servent à réinvestir, à préparer l'avenir en permanence. Voilà, ça c'est un point qui est important. Si en faisant du semi-direct, je libère 2 ou 3 heures, et ben c'est ces 2 ou 3 heures que je vais passer à regarder mes parcelles, à faire des essais dedans, parce que ça me permet de capitaliser, de préparer l'avenir. Voilà, c'est pas un achat de matériel comme on a l'habitude de le voir en agriculture, c'est plus du développement, de l'ouverture et du développement de compétences et du réseautage, encore une fois. Ça veut dire que une partie des ressources de l'entreprise, que ce soit du temps, que ce soit peut-être de l'expérience, du réseau, des pertes de temps aussi, hein, Oui, de ce qui ne marche pas, tout ça, ça fait partie de ce qui est important d'investir régulièrement pour pouvoir faire évoluer l'entreprise. oui, 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 oui. Et ça, faut l'accepter. Et puis, en fait, tu t'aperçois que toutes les entreprises consacrent 1, 2, 3% de leur chiffre d'affaires à de l'expérimentation, à de la nouveauté, à de l'innovation, à du développement. Et donc, du coup, on doit faire exactement la même chose que toutes les entreprises. Notre activité n'est pas immuable. Elle est en mouvement en permanence. Merci beaucoup Sébastien. Il faut qu'on avance. Ce que je vous propose, c'est sur une minute sur un bout de papier, euh, repérer par rapport à votre expérience, par rapport à votre situation, en lien avec l'état d'esprit, deux actions auxquelles vous souhaitez vous engager. Donc ça peut être justement d'expérimenter une idée nouvelle, d'être peut-être de repérer une croyance limitante, euh, d'oser faire quelque chose qui est resté peut-être trop longtemps en dehors de ce que vous pensiez pouvoir faire. Voilà, notez deux actions euh, que vous inspire ce webinaire. Voilà. Et si vous le souhaitez, partagez-les dans le chat. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez identifié comme étant important. Il y a beaucoup de messages hein, de passé, euh, l'expérience aussi de Sébastien, qui peut-être vous a inspiré. Retenez deux choses. Voilà. Et si on prend ce temps, c'est justement pour que vous en tiriez vraiment quelque chose de concret. Merci, merci Geneviève. Établir une feuille de route et réseautage. Voilà. Merci beaucoup Geneviève. Ouais. Le réseau, c'est vrai qu'on parlait moins de l'importance des réseaux il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que euh, la force des réseaux devient vraiment quelque chose de très important y compris dans le métier d'agriculteur. Ouais. Je passe à la suite. Pour aller plus loin, alors, je voulais vous signaler donc que au-delà de ce que vous pouvez faire par vous-même, y compris par rapport aux apports de ce webinaire, et si vous avez besoin vraiment de franchir des caps parce que tout seul, ça peut être trop long ou
vous demandez trop d'efforts, vous considérez que un appui peut vous aider d'aller aller plus rapidement et plus profondément vers ce que vous voulez, sachez que si ça concerne des relations que vous voulez faire progresser, de l'épuisement que vous souhaitez prévenir ou guérir, euh, sortir de la solitude dirigeant ou approfondir ensemble les choix stratégiques, je suis à vos dispositions. Le plus simple, c'est de prendre un rendez-vous avec moi sur 45 minutes avec l'idée de faire un point pour clarifier votre situation et identifier les prochaines étapes. Voilà. Et on arrive au terme de ce webinaire. Et donc, je vous propose de mettre une note sur le chat entre 1 et 5. Voilà. Éventuellement, vos idées de webinaire ou vos suggestions d'amélioration. Voilà. Pendant que vous le faites, ce que je propose, c'est que vous puissiez poser vos questions et là, vous prenez tout simplement voilà, votre micro, vous ouvrez votre micro, puis vous posez la question qui vous vient. Voilà. Max, Geneviève, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, euh, bonjour Benjamin. En fait, moi, ce qui me passionnerait au niveau des webinaires à suivant, ça serait, vous avez parlé de cultiver le changement. Mais avant de cultiver le changement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire sur le thème apprivoiser le changement? Parce que c'est pas évident pour toute personne. Le changement, pour moi, il y a de la résistance, quoi, hein. Voilà. Je sais Alors, pas ce qu'en pense ce qu'en pense, ce que vous en pensez, quoi. j'ai envie de t'entendre, Sébastien, et après, je répondrai. C'est plus difficile de changer le jour où on n'a plus le choix. Alors que quand on commence à apprendre à changer tout doucement, il n'y a plus de changement après. C'est une routine de changer. Je sais pas si je suis clair dans mon propos, mais euh, on en fait tous de la résistance au changement d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que nous, on va pas avoir le choix que de redévelopper de l'élevage sur nos exploitations. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a de la résistance au changement, c'est parce que c'est compliqué de développer l'élevage. Euh, Apprivoiser le changement, ouais, c'est d'une certaine manière, ce que vous dites. Enfin, moi, je traduis ce que vous dites, c'est de dire euh, euh, comprendre qu'on a besoin de changer. Oui. Je ne sais pas si on dit la même chose. Et puis après, bah, c'est comment on va changer. Et en fait, changer, changer, c'est parce que on sait qu'on a plus à gagner en changeant qu'en ne changeant pas. Et nous, quand on a eu notre accident avec le colza en 2018, euh, j'étais pas à la gestion de l'entreprise, mais on avait d'autres agriculteurs qui avaient arrêté le colza depuis 3 4 ans. Et nous, on a continué, on a continué, on a continué jusqu'au jour où on s'est pris les pieds dans le sol de manière très très forte. Et là, après, il fallait changer. Alors donc, soit on attend de taper dans le mur pour changer, soit on essaie de voir le mur venir le plus tôt possible et puis on définit des stratégies pour changer. Aujourd'hui, moi, je suis passé je me prends la tête dans le mur à j'essaie d'anticiper le plus possible les étapes du changement. Voilà. Et puis, bah, je trouve que finalement, c'est sympa parce qu'on rencontre beaucoup de monde, parce qu'on garde de l'agilité intellectuelle, parce qu'en fait, en vieillissant, on a quand même parfois des habitudes ou des rigidités qui viennent, et en fait, on a besoin en permanence de garder de la souplesse dans l'esprit, et surtout de ne pas avoir des choses qu'on considère comme acquises. Alors moi, Geneviève, j'ai envie je te tutoie, hein. J'ai envie de te Oui. dire que ne te sous-estime pas. Les changements, tu changes beaucoup plus que tu n'imagines. Et simplement, quand tu as besoin d'apprivoisement, c'est qu'il y a certains changements
que tu perçois comme des changements. Et du coup, en fait, c'est une marche que tu perçois comme un changement un peu important et un peu inconfortable. Donc, c'est bien de t'imaginer que tu pars déjà d'une base de changement et après, eh ben, c'est effectivement eh ben, peut-être s'habituer à monter régulièrement des marches un peu plus importantes. Mais ce qui est très important et qui a vraiment été dit par Sébastien à plusieurs reprises, mais notamment tout à l'heure quand il a dit, ben oui, le risque, je le prends pour ne pas subir. Et donc, c'est de façon très réaliste de se dire que, eh bien, pour aussi pour notre satisfaction personnelle, de ne pas subir, d'exercer notre responsabilité qui est liée à notre liberté, eh bien, notre responsabilité, c'est de bouger avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que euh, euh, tout à l'heure, Sébastien disait, ben, oui, à un moment donné, on risque de le subir, mais surtout, on ne va pas pouvoir choisir ces changements. Aujourd'hui, quand Mm. Sébastien il cultive du pois chiche, de la cameline et du millet, c'est qu'il cherche une voie d'adaptation qui va lui, qu'il a choisi déjà comme potentiellement lui convenir, et puis qui va lui offrir des perspectives. Mais si il se retrouve du jour au lendemain planté économiquement et que il doit trouver une voie de sortie, eh bien, il n'est pas sûr que du point de vue de son goût, du point de vue de ce qui lui convient dans ce qu'il aime de faire, eh ben, qui t'ouvre vraiment sa bonne planche de salut. Donc là, en fait, il choisit des choses qu'il aime faire, qu'il expérimente et qui, à un moment donné, vont lui apporter ce qui lui correspondait durablement. Voilà. Et c'est vrai que quand on doit, et on le voit un certain nombre, hein, il y en a qui ont fait des choix, entre guillemets, économiques, parce qu'à un moment donné, ben, ça paraissait économiquement intéressant, mais ne leur correspondant pas tout à fait. Et donc, il n'y a pas eu cette phase progressive de savoir si ça convenait au sol, si ça convenait aux compétences, si ça convenait aussi à ce qu'on voulait faire. Et donc, tout ça, en fait, c'est une façon de garder un projet qui correspond, qui a du potentiel et qui offre des perspectives durables. Je sais pas, du coup, Geneviève, par Oui, rapport à ce oui. que tu amènes. En fait, au niveau de la note du webinaire, bon, c'est très bien, hein, c'est du 5. Moi, pour moi, ça, j'ai pas vu passer le temps. Et deux, je pense que l'important, feuille de route, être déterminé à maintenir cette feuille de route et s'obliger à perdre, enfin, entre guillemets, perdre du temps pour aligner cette fameuse feuille de route. Je pense que c'est pas inné en nous, quoi, hein. On se disperse facilement, mais pour se centrer, c'est pas évident. Et je trouve cette ligne de conduite très, très pertinente.